Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG. Récemment s'est déroulée la journée mondiale de la santé mentale qui a pour but d'une part de sensibiliser l'opinion publique à cette problématique et d'autre part de parler plus ouvertement des troubles mentaux, de la prévention ainsi que des traitements. Alors cette semaine nous avons choisi d'aborder la question sous plusieurs angles avec nos invités. Nous parlerons tout d'abord de la psychiatrie en prison en compagnie du docteur Lancrero-Valla, chef du pôle psychiatrie au centre pénitentiaire de la Jaille, car selon l'administration pénitentiaire, près d'un détenu sur deux souffre de troubles psychiatriques. Par ailleurs, nous verrons que les troubles psychologiques ne concernent pas que les adultes et peuvent apparaître très tôt dans la vie. Nous nous intéresserons ainsi aux enfants qui bénéficient d'un suivi psychiatrique grâce à Madame Julan, psychologue clinicienne. Mais pour l'heure, on retrouve le mot du psy. Nous allons aborder une problématique difficile, la culpabilité dans un contexte où on doit hospitaliser un proche en psychiatrie. Je vous propose deux portes d'entrée pour ce sujet. La première, c'est qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est un sentiment extrêmement désagréable qui va nous angoisser, qui va nous habiter quand on est persuadé qu'on a commis une faute ou une erreur. Et en l'occurrence, l'hospitalisation d'un proche, c'est-à-dire qu'on a pris cette décision. Décision difficile, parce que la psychiatrie, c'est quoi? Deuxième porte d'entrée, c'est aussi des représentations sociales, c'est-à-dire un lieu d'enfermement où on met des personnes folles, fous. La folie, ça fait peur. La folie, ça renvoie à maladie voyée, tête la patie, pour moun pas, qu'un béco aille bien. C'est ça la folie. Or, qu'est-ce qui se passe? Quand on a quelqu'un proche de nous, un membre de notre famille qui souffre, on voit cette personne souffrir. Et cette souffrance se traduit par des comportements désorganisés, par des troubles du comportement. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette souffrance psychique? On est souvent démunis. Souvent, on prend cette décision dans des cas d'urgence, dans des cas extrêmes. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on ferait si cette personne n'était pas prise en charge par des professionnels de santé? Souvent, la personne va plus mal. Alors, c'est avant tout un acte d'amour. Un acte d'amour. Prendre soin de quelqu'un qui ne va pas bien psychiquement, c'est une démarche certes difficile, mais ce n'est pas l'enfermement, c'est un acte d'amour. Alors nous sommes ici au pôle de psychiatrie légale, qui est un service hospitalier spécialisé situé à l'intérieur du centre pénitentiaire de Memao. Et je suis en compagnie du docteur Lancrero-Valla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, ce qui signifie que vous suivez un certain nombre de détenus qui souffrent de troubles mentaux. En quoi consiste la prise en charge de ces troubles? Alors, avant de vous parler de la prise en charge, je vous dirai très rapidement que la santé mentale n'est pas arrivée par hasard dans la prison et que c'est une directive de la loi de 1994 qui a introduit la santé prise en charge par des médecins hospitaliers au titre du ministère de la Santé. Jusqu'avant, c'était le ministère de la Justice. Notre travail consiste, d'une part, en la prévention des troubles mentaux liés à l'incarcération ou des troubles mentaux chez des personnes qui en avaient déjà avant l'incarcération, et aussi à des soins psychologiques, psychiatriques, et aussi à des suivis en poste pénal quand ils sortent de la prison. Quel type de traitement appliquez-vous? On a tout d'abord un entretien fait par un infirmier, ensuite une analyse du dossier de l'entrant par le psychiatre chef de pôle que je suis, et ensuite toutes les personnes sont dispatchées suivant le besoin. On met en place, si vous voulez, la mesure thérapeutique la plus appropriée. Alors tout à l'heure, vous avez soulevé un point essentiel qui est l'apparition des troubles mentaux suite aux conditions d'incarcération. Est-ce que la plupart des personnes que vous suivez souffrent de troubles mentaux depuis qu'ils ont été incarcérés, ou bien est-ce des troubles qui n'ont pas été soignés au préalable? Alors on a plusieurs cas de figure. Il faut savoir que la population pénale, c'est une micro-société. C'est la représentation de notre société actuelle, on dirait même le sas de décompression de la société. Donc vous avez des gens qui ont déjà un passé psychiatrique, suivi ou non suivi, qui n'ont pas, par exemple s'ils sont suivis, qui n'ont pas eu d'observance thérapeutique de leur part, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu un suivi régulier. D'autre part, vous avez des personnes qui étaient bien suivies, mais quand ils entrent, ils sont fragiles,
Ils sont état limite au niveau de la personnalité et la promiscuité, la perte d'autonomie, Oui. les difficultés liées à cette incarcération et à l'enfermement peut faire clore ce qu'on appelle des psychoses carcérales précoces. Et vous avez aussi ceux qui avaient déjà une pathologie antérieure plus grave qui peuvent décompenser. Donc nous avons des états antérieurs et des chocs liés à l'incarcération elle-même. Pour parler des suivis thérapeutiques, comment est-ce que cela se passe, par exemple, pour un détenu qui a été incarcéré pour agression sexuelle? Quel type de suivi est mis en place après la sortie? Alors, les patients sont suivis à l'intérieur, bien sûr, par toute l'équipe. À leur sortie, ils sont suivis à l'EAPL, qui est un espace d'accompagnement psycholégal qui se trouve à l'immeuble Nevada à Jarry. Et nous faisons la liaison avec les centres médico-psychologiques pour accompagner les détenus à se faire prendre en charge au plus près de leur lieu de domicile. Pour finir, ce n'est pas un métier trop difficile? C'est un métier qui demande de la rigueur, de l'éthique. Il est comme tout, donc forcément, comme tout métier demandant des compétences, il y a des difficultés, mais ce sont des difficultés que nous gérons au fur et à mesure en fonction de nos compétences et puis en aimant ce qu'on fait comme travail. Merci beaucoup, Dr Lancret-Rouvala, et à très bientôt. Merci beaucoup. À vous. Je vous propose tout de suite de nous intéresser aux troubles psychologiques chez l'enfant maintenant, grâce à notre deuxième invité de la semaine. Madame Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne et vous intervenez particulièrement auprès des enfants et des adolescents. Tout à fait. Y a-t-il aujourd'hui davantage de troubles psychologiques chez les enfants ou est-ce qu'on assiste plutôt à une démocratisation de la pédopsychiatrie? Alors il y a les deux choses. Il y a effectivement une démocratisation puisque la psychiatrie qui est une hospitalisation publique, les personnes viennent facilement nous voir. Il y a aussi le fait que les signes sont repérés plus facilement et donc à ce moment-là, les gens viennent plus facilement aussi. Quels sont les signes qui doivent alerter un parent et inciter à consulter un spécialiste? Eh bien, dès que le parent voit que son enfant est différent de l'habituel, ou alors l'enseignant qui voit que l'enfant est différent des autres, il y a un repli sur soi, une difficulté à être au monde, une difficulté dans les apprentissages ou des troubles du comportement, à ce moment-là, les personnes vont consulter. Alors justement, quels sont les troubles psychologiques qui concernent les enfants le plus fréquemment? Alors le plus fréquemment, il y a ce qu'on appelle les troubles des apprentissages, tout ce qui est des dysphasie, dyslexie. Il y a aussi beaucoup les troubles de l'humeur. Il y a les troubles anxieux, donc tout ce qui concerne le vécu de l'enfant avec des affects de tristesse, tout ce qui est des phobies scolaires, la dépression aussi, quelquefois avec le corollaire qui sont les tentatives de suicide. Justement, j'allais y venir puisque c'est l'objet justement d'un rapport parlementaire qui va sortir très très bientôt, puisqu'on a remarqué qu'il y a un fort taux de suicide quand même chez les petits, de 5 à 12 ans, c'est quand même très jeune. Comment est-ce qu'on explique cela? Alors, il y a le fait que les enfants ont très tôt des troubles, on va dire, de l'affect, des troubles de l'humeur. Il y a aussi le fait, quand je vois mes jeunes patients, qu'ils sont très tôt dans un vécu difficile au niveau familial. Ils sont matures très tôt? Ils sont très matures, ils développent aussi de fausses croyances, l'idée qu'on ne les aime pas, qu'ils ne sont pas suffisamment aimés, que l'enseignant finalement, ils ont beau faire des efforts et les choses ne fonctionnent pas. Alors justement, pour essayer de mieux comprendre, je vous propose de suivre le témoignage de ce parent, c'est le témoignage de la semaine. Alors, je suis la mère d'un enfant qui est atteint d'autisme de type Asperger. Il a 18 ans maintenant. Il est traité depuis une dizaine d'années par le CMP de Siboney. Les enfants autistes de type Asperger, ce sont des enfants qui ont des difficultés d'interaction sociale, mais qui n'ont pas de difficultés d'apprentissage. Au contraire, ils ont une très bonne mémoire, donc ça leur permet quand même d'avancer un peu au niveau scolaire. Il est actuellement en terminale S, donc il va passer son bac cette année. Alors j'ai toujours été très très anxieuse depuis qu'il est né, parce que bien sûr, on avait du mal à détecter ce qu'il avait, parce que l'autisme c'est très difficile à détecter, ça ne se détecte pas très, très tôt. Donc vous avez des moments où vous passez par
des moments de désespoir très forts. Puis à l'école, on ne comprend pas votre enfant, on dit mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi il se casse sur la table, pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela. Et c'est vrai que ces enfants n'ont pas de retard, donc ils parlent, ils marchent très bien, donc il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que vous avez des craintes, et puis vous vous dites que bon, comme ce sont des enfants qui ont toujours besoin de quelqu'un, ils ont besoin de quelque chose de familier à côté d'eux pour avoir de nouvelles expériences, vous vous dites qu'il va falloir que vous vous en occupiez toute votre vie. Et c'est vrai qu'avec le CMP, j'ai constaté qu'il a acquis de l'autonomie, qui parle maintenant comme un jeune homme. Il se projette même dans la vie en me disant « Tu sais, maman, quand j'irai faire mes études, je vais te laisser, j'espère que tu ne seras pas trop triste. » En fait, il se projette déjà et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc évidemment, vous êtes sa mère, vous vous sentez pousser des ailes. Les méthodes que vous employez, les méthodes thérapeutiques que vous employez avec les enfants diffèrent-elles de celles utilisées avec les adultes? Tout à fait. Comme je disais, les enfants ne sont pas des adultes miniatures. Donc il est très important d'adapter les outils pour pouvoir effectivement voir les troubles, pouvoir les aider, les accompagner, les rééduquer. Donc en fait, à tout moment, les outils sont totalement adaptés aux enfants. Un dernier mot sur le choix de l'hospitalisation de jour. Est-ce que c'est un choix pour éviter de couper l'enfant avec son milieu scolaire et son environnement familial? Tout à fait, effectivement, c'est ça l'hospitalisation de jour. Ce sont des prises en charge d'1 heure, 2 heures ou bien sur la journée, mais il s'agit vraiment de laisser l'enfant dans son environnement quotidien et donc d'accompagner les personnes qui évoluent autour de l'enfant dans cet environnement-là. Merci beaucoup, Mme Gillan. Merci, de rien. Allez, tout de suite, je vous propose de retrouver notre nouvelle rubrique « Le saviez-vous ?», suivie de tous les rendez-vous de santé et de solidarité de la semaine prochaine, à ne manquer sous aucun prétexte. Le saviez-vous ? Selon les estimations, près de 20% des adolescents de la planète sont confrontés à un problème de santé mentale ou de comportement. La dépression occupe une large place dans la liste des maladies qui frappent les jeunes âgés de 15 à 19 ans et le suicide est l'une des 3 causes principales de mortalité dans le groupe de 15-35 ans. Du 1er au 31 octobre, c'est Octobre Rose, 18e édition de la campagne Le cancer du sein, parlons-en. Jusqu'au 23 octobre, c'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Cette semaine, vous le savez, jusqu'au 24 octobre, c'est la semaine bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées. Jusqu'au 23 octobre, c'est la semaine européenne de la sécurité et de la santé au travail. Le 29 octobre, c'est la journée mondiale du psoriasis, maladie peu connue du grand public. Le psoriasis est une dermatose et à ce titre, elle a des répercussions importantes sur la vie sociale du malade. Et enfin, je vous rappelle les lieux et dates de collecte de l'EFS aux horaires suivants. N'oublions pas, donner son sang, c'est sauver des vies. Et puis comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com. Vous pouvez nous laisser tous vos commentaires, vos questions ou les informations à communiquer. Voilà, Solidarité Santé Le Mag, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur une citation d'un certain Daniel Desbiens qui a dit « On a tous une folie à vaincre ». Très bonne semaine à vous, à bientôt.